Alors, bonsoir à tous et à toutes et à tous. On s'excuse d'avance pour le petit retard. On a eu besoin de quelques minutes pour améliorer la logistique de notre organisation. J'espère que tout le monde va bien. Je vous accueille au nom du service de l'urbanisme de la ville d'Yverdon-les-Bains. Je m'appelle donc Hervé Savio, je travaille au service de l'urbanisme en tant qu'architecte urbaniste. Et je serai ce soir le modérateur des deux conférences, de cette conférence de ce soir qui a pour titre « L'attractivité des centres-villes ». Je vous souhaite la bienvenue, donc à vous qui nous suivez en ligne, de plus en plus nombreux à chaque fois lors des conférences qui sont organisées par notre service. Et puis à nos deux intervenants de ce soir qui ont accepté de participer et d'apporter leurs connaissances, leur savoir-faire et leur retour d'expérience. Je rappelle un petit peu au niveau organisationnel que vos micros sont désactivés, ainsi que les caméras, que chaque intervenant prendra la parole pour sa présentation qui durera 30 minutes environ, et puis qu'à l'issue de ces deux présentations, on aura un espace de discussion, de débat pour échanger sur les éléments présentés. Je vous avertis également que la conférence est filmée et qu'elle sera accessible d'ici quelques jours sur le site internet de la ville d'Yverdon-les-Bains. Et puis, je passe la parole à Madame Capt, qui est la municipale en charge de l'urbanisme et du bâtiment à la ville d'Yverdon-les-Bains, pour un mot d'introduction. Je pense que la caméra de Madame Capt ne fonctionne pas, c'est un petit peu la raison de notre retard, mais je pense qu'on l'entend bien et je lui cède la parole pour cette partie introductive. Ok, est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, Madame Capt. Ok, merci beaucoup. Donc, pour une raison mystérieuse, la caméra n'est pas restée active. Elle l'était au début et puis l'image est partie et donc voilà, vous ne me verrez pas. C'est pas grave. En tout cas, je vous salue toutes et tous et vous remercie de consacrer un moment de votre soirée à notre conférence de ce soir. Qui est la troisième conférence d'un cycle de conférences que nous avons lancé l'année dernière, au cours desquelles nous parlons des questions urbaines de l'actualité en lien avec les projets que la ville mène actuellement et qui touchent directement toute la population. Nous avons souhaité cet espace pour être attentifs aux préoccupations de toutes et tous et pour pouvoir mener des projets de qualité. C'est un espace qui est ouvert à tout le monde, aux techniciens communaux, aux experts du monde professionnel, bien sûr, à vous toutes et tous, citoyennes et citoyens d'Yverdon, conseillères et conseillers communaux, municipales et municipaux également, et chefs de service. Du reste, je salue la présence de deux d'entre eux ce soir. Est-ce que Madame Capt, on ne vous entend plus malheureusement? Voilà. Ouais. Vous m'entendez maintenant? Oui, il y a une petite coupure, on vous entend. Ok, alors j'en étais à saluer nos deux chefs de service présents. Est-ce que vous avez entendu ceci? Non, malheureusement pas. Ok, alors je disais que c'était donc un espace ouvert à tous et j'espère que vous avez entendu ceux que j'ai énumérés et je saluais également la présence de deux chefs de service puisque c'est un espace également ouvert aux chefs de service et en l'occurrence nous avons parmi nous ce soir Madame Ophélia Lisli, la chef du service des sports et Monsieur Thomas Tchaka, le chef de service des bâtiments. Voilà, le but de ces conférences, c'est de partager des idées, des expériences, des craintes, des résultats sur toute une série de projets. Et nous l'avons déjà fait donc pour deux sujets et nous continuerons de le faire au cours de l'année.
Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la place du piéton en ville, ainsi que du piéton des villes, après avoir abordé les inégalités. Nous avons abordé, pardon, la place du piéton en ville et les inégalités de genre dans les cours d'école. Et ce soir, nous souhaitons parler des dimensions économiques et culturelles liées à l'attractivité des centres. Voilà, je salue également ce que j'aurais dû faire tout de suite, la présence du syndic Jean-Daniel Carrard, à qui je vais passer la parole pour des mots d'introduction et qui ensuite repassera la parole à notre modérateur, M. Hervé Savio. Monsieur le syndic. Oui, merci. Vous m'entendez? On vous entend bien. Très bien. Oui, merci, Madame la municipale, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs. Alors, encore une fois, c'est une très, très belle initiative faite par le service de l'urbanisme et des bâtiments, en l'occurrence plutôt le service de l'urbanisme, je crois, qui a souhaité, disons, privilégier le dialogue. Et ce soir, le dialogue sur l'attractivité du centre-ville est quelque chose d'important. Alors, j'ai recherché un petit peu ce qu'on avait fait ces dernières années dans ce secteur-là. Et évidemment, ça a toujours été un souci et une source de réflexion. Il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, j'étais parti 3-4 jours à Paris avec le directeur de la DNV, le président de la SIC, M. Gabella, pour suivre des cours, pour comprendre les situations et le parallélisme qu'il y a entre la France et la Suisse et comment nos voisins français avaient géré, notamment dans le secteur de Lille, ces problèmes de dynamisation du centre-ville et du centre qui se dépérissait au profit des centres commerciaux d'importance en périphérie. Et puis ensuite, nous avions fait des états généraux du commerce avec la SIC notamment, et c'était une société qui avait fait ce travail sur le centre-ville en 2016 qui s'appelle Imadeo. On parlait déjà à cette époque-là du réaménagement de la place d'Armes et du déplacement éventuel de Manor sur le front Gare. En 2016, toujours, le président de la SIC, M. Gabella, disait que cette étude d'Imadeo venait chapeauter une dizaine d'années de réflexion durant lesquelles divers audits et rapports se sont succédés. Donc, si on soustrait une dizaine d'années à 2016, on voit que depuis le début du siècle environ, eh bien, on se préoccupe d'essayer d'amener des réponses. Alors, c'est difficile à Yverdon, mais c'est difficile ailleurs aussi. Et donc, je me réjouis pleinement des éclairages qui vont être donnés ce soir. Et je pense, encore une fois, que quelles que soient les années, on reste dans des secteurs sensibles et d'actualité. Je ne parle pas évidemment de la complexité due à la pandémie, mais historiquement, comment faire pour que les villes soient attractives, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient attractives aussi du point de vue culturel. Ça fait partie des réflexions aussi, voire d'autres idées qui peuvent déboucher. Encore une fois, merci à toutes et à toutes d'être présents, de suivre ces conférences, et je repasse donc la parole maintenant à M. Savio pour la suite de la soirée. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte yverdonien en lien avec la thématique de ce soir. Pourquoi ce thème de l'attractivité des centres-villes? Nous avons aujourd'hui à Yverdon une ville qui aborde une transformation importante d'une part, et nous vivons une époque sensible en matière de rencontres sociales, d'activités économiques et de promotion de la culture. Notamment, vous l'avez cité, M. Carrard, en raison de la pandémie, de la crise sanitaire actuelle. Et à Yverdon, nous avons plusieurs projets d'importance qui vont transformer fortement le centre-ville ces prochaines années, que je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, le projet phare du réaménagement de la place d'Armes et de l'esplanade des Remparts. Ce vaste espace non bâti au cœur de la ville, entre la ville ancienne et la gare, c'est le plus grand espace public de la ville et de l'agglomération. C'est aujourd'hui un important espace affecté à du stationnement automobile, et le projet prévoit de reléguer ce stationnement en souterrain afin de libérer l'espace en surface pour pouvoir y aménager un parc paysager multifonctionnel, convivial et capable d'accueillir des activités de détente et de loisirs, des événements et des manifestations.
En lien avec la place d'Armes, le réaménagement de l'esplanade des remparts, qu'on voit ici à droite sur l'image, permettra la création d'une zone de rencontre avec une circulation limitée à 20 km/h et une priorité donnée aux piétons, et donnera une nouvelle qualité et dynamique au front de la ville ancienne, et promet de nouveaux espaces conviviaux, l'implantation de terrasses, de cafés, de restaurants sur cette esplanade des remparts qui cohabiteront avec les marchés hebdomadaires et mensuels et diverses manifestations culturelles. Ces deux projets génèrent une multitude de transformations dans leur périmètre direct. On peut le voir dans l'image du dessous avec les espaces principalement piétons qui sont prévus dans l'espace du centre-ville en couleur jaune. Et puis, ces espaces où le trafic sera limité, où on prévoit des réductions de vitesse et une augmentation de la sécurité pour les modes de déplacement doux, comme pour la marche et le vélo. Il est prévisible et surtout attendu que ces transformations aient un impact positif sur la qualité et l'attractivité des espaces publics attenants et par extension sur la vitalité commerciale. Quelques mots aussi pour mentionner ce projet de l'attractivité des centres-villes, projet COMO, qui est un projet initié par la HEIGVD et Mobilité Piétonne Suisse, qui est soutenu par la Confédération, et un projet auquel participent plusieurs villes romandes, dont la ville d'Yverdon-les-Bains. C'est une étude qui consiste à observer les choix des différents modes de transport liés aux achats dans les centres-villes, qui doit permettre de questionner l'accessibilité du noyau historique, son dynamisme commercial, et également anticiper les impacts du projet de la place d'Armes et du parking souterrain. La ville développe en outre un nouveau morceau de ville de taille importante qui est le secteur Gare-Lac, dans la partie nord des voies CFF, qu'on voit aussi sur cette image sur la partie haute de la gare en direction du lac. On prévoit de nouveaux quartiers denses, mixtes, largement végétalisés et à priorité piétonne, qui vont peu à peu remplacer les friches industrielles actuelles, autant du côté du front gare qu'entre la gare et le lac. Dans ce cadre, il est important pour nous de nous interroger sur ce qu'est l'attractivité d'un espace public, quelle est l'affectation des rez-de-chaussée et le type et la localisation des activités qu'on souhaite y développer, et la cohabitation et le dynamisme entre ces deux points. Voilà, la crise sanitaire et la tendance commerciale changeante, la question du centre-ville, de son attractivité et de sa vitalité est désormais posée. Nous nous réjouissons d'entendre nos deux intervenantes ce soir sur ces thèmes complexes et multifactoriels, qui, nous l'espérons, nous en sommes sûrs, apporteront leur pierre à l'édifice afin d'alimenter le débat et l'innovation sur l'aménagement, en matière d'aménagement local. C'est ce que nous proposons de faire aujourd'hui à travers cette conférence, et nous vous remercions encore une fois pour votre participation. Je vais maintenant vous présenter brièvement les intervenants de ce soir, qui sont premièrement Nicolas Babet, qui est le doyen de l'Institut du Management des villes et du territoire à la Haute École de gestion Arc à Neuchâtel, qui va nous parler des centres-villes face aux enjeux économiques et culturels. Nous aurons ensuite Madame Natacha Ross, qui est la chef du service de la culture de la ville de Fribourg, qui va nous parler d'une expertise sur le terrain ou comment amener la culture au centre-ville. Et j'excuse l'intervenant du First Friday de la ville de Bienne qui malheureusement ne peut participer ce soir à cette conférence. Je rappelle encore une fois que suite aux deux conférences, les questions et discussions auront lieu à la fin, et que durant les conférences, les personnes qui souhaitent poser des questions pourront utiliser le chat, et nous centraliserons ces questions pour la fin. Voilà, donc je passe maintenant à la partie introductive de M. Babet.
Pour appréhender à quoi ressembleront les centres-villes de demain, nous vous proposons de mettre le focus sur les dimensions à la fois économiques et culturelles, même s'ils ne se sont pas les seuls entrées pour aborder la question de la revitalisation des centres-villes. La fragilisation des centres-villes est le produit de plusieurs facteurs, entre dégradation du bâti, difficulté d'accès, baisse de la population du centre et des services du quotidien, concurrence des grandes surfaces en périphérie ou encore augmentation du commerce en ligne. Toutefois, mettre l'accent sur ces deux dimensions permet de recentrer le débat et de l'enrichir. Pour mieux comprendre l'influence des dimensions économiques et culturelles, des enjeux liés à la notion d'attractivité, nous accueillons notre premier invité, M. Nicolas Babet, qui est professeur à la Haute École de Gestion Arc et aussi doyen de l'Institut du Management des Villes et du Territoire. Il est géographe, titulaire d'un doctorat en sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, qui portait déjà sur les problématiques d'attractivité des villes en Suisse romande. Il a conduit également de nombreux projets de développement en collaboration avec des communes, cantons et régions helvétiques depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, il est responsable d'une équipe pluridisciplinaire de 13 chercheuses et chercheurs. Il conduit actuellement plusieurs recherches appliquées et mandats portant plus particulièrement sur le développement économique durable des centres-villes. Voilà, nous lui souhaitons la bienvenue et Monsieur Babet, je vous cède la parole pour une trentaine de minutes. Et voilà, c'est à vous. Merci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Savio. Je tiens en préambule à remercier le service d'urbanisme et puis la municipalité d'Yverdon de me donner l'occasion de pouvoir partager avec vous et puis à celles et ceux qui nous suivent, voilà, quelques réflexions et quelques projets que nous avons menés et que nous menons actuellement. Alors, j'ai partagé mon écran en espérant que tout fonctionne d'un point de vue technique. Paf, je clique. Et puis, voilà. C'est parfait. Est-ce que ça joue? Ça joue très bien. Voilà, vous avez quasiment tout. Oui. Ouais, bon, vous avez quasiment tout dit à mon sujet, juste encore en complément d'information, donc 13 personnes, une équipe pluridisciplinaire composée d'économistes, de spécialistes en logistique, de spécialistes en données quantitatives, et puis géographes et sociologues. Voilà. Alors, je vais directement dans le vif du sujet, je vais vous présenter quelques résultats qu'on avait rassemblé, qu'on avait travaillé dans le cadre d'une recherche qui a 2 ans maintenant, c'était un mandat qui nous venait de la coordination des villes de Suisse romande. Donc Yverdon fait partie de la coordination des villes de Suisse romande, et puis on avait fait une enquête comparative sur l'évolution du commerce et puis des autres activités économiques dans les centres-villes et sur les territoires communaux de ces 16 communes. Alors les résultats datent un peu, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 ans de décalage entre ce que nous donne comme information l'Office fédéral de la statistique et puis ce qu'on peut réaliser. Donc, ce qu'on voit d'abord, voilà, c'est l'ensemble de la commune d'Yverdon. Donc, en rouge, vous avez le commerce de détail qui est indiqué, puis on devine quand même assez bien la localisation du centre-ville. Donc, voilà, on a une concentration très forte d'activités ou de propositions ou de services de type commercial dans le centre-ville, ce qui n'est absolument pas étonnant. C'est la même chose pour toutes les villes que nous avons passées en revue. En bleu, c'est le secteur tertiaire, sans le commerce de détail. Et puis, en orange, vous pouvez voir apparaître des activités relatives au secteur secondaire. Donc, secteur secondaire, ce n'est pas seulement faire du décolletage, mais c'est de transformer toutes sortes de matières. Alors, admettons par exemple qu'on est dans tel ou tel lieu, je ne sais pas moi, une boulangerie industrielle, elle sera considérée comme étant une entreprise industrielle. Puis enfin, le secteur primaire qui est plutôt, comme vous pouvez l'imaginer, à l'extérieur, à la périphérie de la commune. Alors peut-être déjà rendre les auditeurs attentifs à ce qu'on peut déjà un petit peu voir, c'est aussi le développement de toute une série d'activités commerciales et industrielles qui se localisent plutôt aux entrées de villes, que ce soit au nord ou au sud,
Puis cette localisation, donc, on le verra tout à l'heure, génère certains problèmes en matière d'accessibilité du centre-ville, puisqu'on a évidemment toute une série de déplacements pendulaires, et puis on verra aussi que ces déplacements pendulaires se font toujours plus, malheureusement, en voiture, et puis ces déplacements pendulaires en voiture obèrent la possibilité pour le centre-ville d'être bien connecté à son bassin de chalandise. Alors, quand je parle de bassin de chalandise, le chaland, c'est le client, bassin de chalandise, vous faites grosso modo le nombre de ménages de la commune d'Yverdon, puis vous multipliez par 2, on va dire par exemple que Grandson fait partie par exemple du bassin de chalandise d'Yverdon. Or, pour pouvoir se rendre au centre-ville, on a les transports en commun, on a la mobilité douce, et puis on a la voiture. Là, ça ne sera plus de la pendularité, ce seront des déplacements donc relatifs aux achats ou à leurs loisirs, en ce qui concerne par exemple tout ce qui est café ou activité, encore une fois, activité culturelle. Je fais un petit zoom sur cette localisation des activités économiques. Et puis là, on s'aperçoit encore une fois de la concentration forte des activités commerciales dans le centre-ville d'Yverdon. Et puis avec une localisation aussi de toute une série d'établissements. Là, je parle des activités secondaires, donc en branche, un petit peu partout en ville. Alors peut-être quelques chiffres maintenant sur cette question du commerce de détail à Yverdon. Donc en 2016, Yverdon comptait 1275 emplois dans le secteur du commerce de détail. C'est beaucoup. Donc il y a eu une perte en 2011 et 2016 de 4% du nombre d'emplois. Donc voilà, 1275, c'était en 2016. Je crains fort, à cause principalement de la concurrence du e-commerce, que ce chiffre est encore sensiblement baissé. Pour donner un ordre de comparaison, dans la même période en Suisse, on a assisté à une baisse de 5%, ce qui signifie que la baisse, en tout cas du nombre d'emplois à Yverdon, a été relativement contenue. Par contre, il y a un chiffre qui est quand même un peu plus inquiétant, c'est le nombre d'enseignes qui a fortement baissé. Donc, il y a eu moins 9% de magasins donc entre 2011 et 2016. Ça signifie une perte de diversité et puis un problème qui va être relatif, là, cette fois-ci, évidemment, à l'attractivité, en tout cas commerciale, du centre-ville d'Yverdon. Pour donner d'autres ordres de grandeur, il faut se rendre compte que le commerce de détail, c'est quand même le troisième, en tout cas c'était, je pense que ça l'est encore, c'était le troisième employeur à Yverdon. Le premier employeur, comme dans bon nombre de villes qui disposent d'un hôpital, c'est évidemment la santé. Et puis pour Yverdon, le deuxième principal employeur, c'était l'enseignement. Donc le secteur du commerce de détail, activité de type privé, arrivait en troisième position. En quatrième position, vous trouvez les activités administratives, qu'elles soient communales ou cantonales, sur la commune d'Yverdon. Autre élément aussi, pour pouvoir intégrer aussi certaines problématiques de type culturel, c'est que le secteur activité créative, artistique et de spectacle, donc ces secteurs, je fais une parenthèse, mais ces secteurs proviennent de la nomenclature générale des activités économiques, c'est une nomenclature qui est dressée par l'Office fédéral des statistiques depuis 2008. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ce même secteur comptait 102 emplois en 2016. Mais c'est un secteur, il a l'air d'être, modeste, mais il n'est pas si modeste que ça. Et puis, sa caractéristique, c'est de grandir de manière très rapide. En 2011 et 2016, c'est quand même plus 29% d'emplois dans ce seul secteur d'activité. D'autres données également sur la croissance démographique, qui n'est pas forcément extrêmement rapide, mais qui a le mérite au moins de croître de façon régulière sur Yverdon. De nos jours, en tout cas en 2019, on était à plus de 30 000 habitants.
Par contre, il y a un autre élément qui est assez frappant, c'est la rapidité très forte de la croissance économique. Donc, il y avait voilà, un peu moins de 13 000 emplois en 2012, ce qui correspondait en 2012 à moins de 50% de la population. On aurait pu dire qu'en 2012, voilà, Yverdon était d'abord résidentiel plutôt qu'un pôle économique, mais ce statut ou ce positionnement a radicalement changé, puisqu'en 2019, on comptait voilà, pas loin de 20 000 emplois à Yverdon, ce qui équivaut à près des 2 tiers de la population actuelle. Ce qui veut dire qu'Yverdon est devenu, en l'espace de quelques années, donc un centre économique, un pôle économique assez important. Mais le fait de pouvoir connaître une croissance économique aussi rapide va générer aussi des problèmes. Ça va activer très probablement un problème de congestion du réseau viaire. Donc, quand je parle du réseau viaire, c'est les routes, routes principalement communales. Et puis, ces problèmes de congestion, ce qu'on a remarqué aussi dans bon nombre de villes en Suisse romande, rend l'accessibilité du centre-ville très problématique. Et puis, vous avez un autre problème qui est relatif à ça, c'est que l'ouverture des commerces correspond grosso modo aux horaires d'ouverture principaux, enfin aux horaires de travail. Et puis, il y a un conflit qui est en train de s'opérer, qui s'opère probablement du côté d'Yverdon entre des mobilités pendulaires en voiture voilà, générées par toutes ces activités économiques, puis d'autres types de mobilité en voiture qui vont être générées par des achats et puis des loisirs. Donc là, on a des conflits d'usage sur ce réseau viaire, et puis on y reviendra tout à l'heure, également sur la problématique des places de parc. Et puis, en même temps, il y a d'autres problèmes qui sont relatifs donc, à l'augmentation de la pollution en lien avec l'augmentation de ce trafic automobile, et puis également donc, une baisse de la qualité de vie et puis de l'attractivité résidentielle de la commune, relativement donc, à l'augmentation de ce trafic. Alors, quand je parle d'augmentation de on est allé y voir, toujours dans cette même étude qui date de 2018, et puis on est allé chercher les chiffres du relevé structurel de la population. Donc, voilà, c'est un peu comment je veux dire, ce relevé structurel de la population regorge d'informations extrêmement intéressantes sur les villes, sur les territoires. Et puis notamment, on peut par extrapolation chiffrer les types de déplacements pendulaires entre les flux entrants, c'est-à-dire que les gens qui viennent à Yverdon pour travailler mais n'habitent pas à Yverdon, les flux sortants, donc ça ce sont des personnes qui habitent à Yverdon puis qui vont travailler ailleurs, et puis les flux restants, ce sont des personnes qui vivent et travaillent à Yverdon. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette évolution ? On voit une évolution problématique qui n'a d'ailleurs rien d'original, puisqu'on assiste dans pratiquement toutes les villes de Suisse romande à la même évolution. C'est-à-dire qu'on peut se réjouir que l'usage des transports publics progresse de manière assez rapide, mais malheureusement, les déplacements pendulaires en voiture progressent également. Donc, les déplacements pendulaires en voiture, vous les voyez en bleu sur ce schéma. Et puis, les déplacements en transport public, vous les voyez en orange. Et les déplacements donc, en mobilité douce, vous les voyez en grisé. Ce qui est problématique aussi, ce qu'il était, alors je ne sais pas, il faudrait réactualiser ces chiffres. Actuellement, cette année, on va avoir au mois de début novembre les données 2019. Et puis, ce qu'on peut constater, malheureusement, c'est qu'il y a une augmentation interne du trafic automobile et puis une baisse de la mobilité douce, en tout cas entre 2011 et 2017. Et puis une baisse également donc, des déplacements en transport public, ce qui pose là aussi quelques problèmes. Puis on constate, mais de nouveau, ce n'est pas original,
que de moins en moins de personnes vivent et travaillent à Yverdon. Donc là, il y a plusieurs causes également qui sont externes à la ville d'Yverdon. C'est un allongement généralisé des déplacements relatifs au fait que voilà, vous avez des possibilités depuis 2005 environ de pouvoir, au travers voilà, d'offres en matière d'hypothèque, de possibilités de construire, de devenir propriétaire, qui ont débouché sur des allongements en matière de pendularité. Puis on en voit là aussi le résultat pour la ville d'Yverdon. Une seule ville actuellement, en tout cas sur l'échantillon qu'on avait, sur ces 16 villes en Suisse romande qu'on a auscultées, la seule qui réussit actuellement à pouvoir inverser cette tendance, c'est la ville de Genève. Donc, où là, voilà, les flux entrants augmentent, mais l'usage de la voiture baisse. Je vais trop vite. Voilà, le centre-ville, pour revenir au centre-ville, c'est l'objet urbain complexe par excellence, parce que sur un territoire relativement restreint, vous avez toute une série d'enjeux. Le premier enjeu, enfin, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça, mais en tout cas, je vais prendre cette liste qui n'est pas exhaustive. Mais le centre-ville, c'est d'abord une zone d'activité économique qui est essentielle, probablement d'ailleurs une des zones d'activité les plus efficaces. Si on prend le critère ou le ratio entre le nombre d'emplois, ratio nombre d'emplois par hectare. Donc, vous avez une densité en matière d'emploi qui est très, très forte. Et puis, de manière historique d'ailleurs, ces emplois sont principalement dédiés au service à la personne. Et puis, si on devait parler de culture, la culture, on peut la considérer aussi comme étant des services à la personne. Donc, voilà, on pourrait prendre le commerce de détail, on pourrait prendre le secteur des cafetiers-restaurateurs, ce sont des services à la personne. Si vous allez chez votre coiffeur, le coiffeur n'est pas considéré comme un commerce de détail, quand bien même on va le trouver au rez-de-chaussée des bâtiments, mais ce n'est pas un service à la personne. Les services publics aussi sont des services à la personne, de manière, comment je veux dire, essentiellement, bien sûr, il y a des services aux entreprises, mais là, on est d'abord dans une zone qui est dédiée à ce type de service. C'est également une zone d'habitation qui va probablement, voilà, qui génère aussi des conflits, par exemple de bruit et autres, relativement à des activités. Je pense par exemple aux cafetiers-restaurateurs ou à des activités culturelles qui peuvent générer certains conflits dans certaines zones d'habitation. C'est évidemment un espace de loisirs, un espace de culture, avec les offres diverses et variées, que ce soit des institutions culturelles, théâtres, musées, des spectacles, des événements, et puis voilà, une configuration qui est difficile à gérer. C'est un espace de rencontre, de création de liens sociaux, absolument indispensable pour la qualité de vie à Yverdon, comme dans les autres villes. C'est un espace de spectacle, un espace d'événements, un espace de fête. C'est un espace patrimonial aussi qui rend complexe les transformations, puis les adaptations que les bâtiments doivent subir ici et là pour pouvoir continuer à accueillir justement ces différentes offres. C'est un espace hautement symbolique et puis c'est également un espace touristique. Et puis la liste peut encore s'allonger sur l'amoncellement des enjeux voilà, et des parties prenantes qui sont autour de ces mêmes centres-villes. J'ai essayé au travers de ce schéma de regrouper un ensemble de mesures, de propositions dont une partie, j'en suis sûr, sont déjà réalisées à Yverdon, une autre partie pourrait être réalisée, et puis de mesures sur lesquelles on a travaillé ou on travaille avec des villes en Suisse romande. Donc ce schéma se structure selon deux axes. Un axe horizontal qui distingue l'offre et la demande, puis un axe vertical qui distingue les pouvoirs publics et puis ce que j'ai appelé la société civile,
C'est un beau valise pour pouvoir y rentrer aussi bien tout ce qui est associatif que tout ce qui est entreprise privée dans ce terme de société civile. Et puis, j'ai subdivisé en bas ce que j'appelle des activités de soutien qui permettent de pouvoir préciser quel pourrait être le rôle, quel devrait être le rôle des pouvoirs publics dans le développement de l'attractivité des centres-villes. Et puis en haut, j'ai distingué donc les activités dites de base, ce qu'on appelle aussi les activités principales, qui sont la réalisation des prestations de services qui peuvent être réalisées aussi bien par, encore une fois, des acteurs commerciaux au sens large du terme que des acteurs culturels. Alors, je vais prendre cadran par cadran pour pouvoir évoquer ces différents éléments en me tournant d'abord du côté de l'offre et puis en étant en haut du côté de la société civile. Ce qu'on a pu voir dans certaines villes et puis ce que nous essayons aussi de promouvoir auprès de nos interlocuteurs, c'est d'essayer de travailler à l'élaboration d'une seule association de promotion des services aux personnes. Un des problèmes numéro un qu'on peut rencontrer, c'est le morcellement des activités et puis des effets de silotage entre des secteurs d'activité qui ne se parlent pas forcément. Or, il y aurait probablement tout à gagner à avoir des structures organisationnelles qui permettent de pouvoir avoir une vision transversale des choses et des enjeux. On peut supposer que voilà, il y a un intérêt commun, que ce soit pour des activités économiques privées ou des activités culturelles, de pouvoir siéger ou de participer à une même association, une association qu'on considérait comme étant une association de promotion. Et puis là, je fais la distinction entre des associations déjà existantes. Je prends par exemple voilà, les associations de commerce indépendant de détail ne sont pas a priori des associations de promotion. Ce sont des associations qui défendent des intérêts sectoriels qui ont parfaitement leur légitimité, leur raison d'être, qui vont négocier des conventions collectives de travail ou des horaires. Voilà, je fais une parenthèse, mais je crois que dans le canton de Vaud, les horaires, la définition des horaires appartient encore aux communes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le canton de Fribourg ou bien dans le canton de Neuchâtel. Ce qu'on essaie aussi de défendre, c'est un regroupement physique ou virtuel des offres. Je vous donne un petit exemple. Un des secteurs d'activité dans le domaine commercial le plus en crise, ce sont les indépendants dans les commerces de bouche. C'est un peu une catastrophe aussi bien pour les boulangeries, les bouchers, les maraîchers, j'en passe, les laiteries, qui sont en train de disparaître à la vitesse grand V. Et puis, on s'aperçoit que dans certaines villes, ces types de commerce sont en train de résister, même de se développer, à la condition qu'ils puissent partager, par exemple, les mêmes espaces. Donc là, il y a peut-être des enseignements à tirer de tout cela. On peut travailler aussi sur la mixité des offres. Voilà, par exemple, quand on parle de mixité des offres, vous entrez quelque part dans un espace et puis vous y trouvez aussi bien voilà, de quoi boire quelque chose ou d'aller faire des courses. Alors là, on ne parle pas de supermarché, mais simplement certains espaces où on pourrait peut-être permettre justement la mixité de ces différentes offres. Mais où ça pose problème, c'est que cette mixité des offres ne fonctionne qu'à certains horaires, puisqu'il est impossible, d'un point de vue juridique, dans certains cantons, de pouvoir faire en sorte que les offres, par exemple en termes de cafetiers-restaurateurs, puissent correspondre aux horaires des offres en matière de commerce. Hein, il est par exemple 8 h du soir, vous voulez boire un verre et puis acheter quelque chose, vous ne pourrez pas le faire dans le même espace. Il y a probablement, en tout cas pour les commerçants de détail, des besoins aussi de formation continue. Je vais passer maintenant je reste en haut et puis je vais du côté de la demande et puis j'évoque là les plateformes coopératives de vente en ligne. L'idée étant de faire en sorte que les commerçants puissent bénéficier
des mêmes outils qui sont en train de enfin, qui représentent une concurrence très très forte pour leurs propres activités aujourd'hui. Voilà, si j'évoque Zalando, 1 milliard de chiffre d'affaires en 2019 ou 2020, et puis Digitex, 1,2 milliard en 2019. Évidemment, c'est au travers de plateformes que ça se joue. Et puis, ces plateformes devraient pouvoir être montées. Et puis, la force de ces plateformes dépend très fortement de la richesse des offres que vous pourrez trouver. Alors, pourquoi ne pas ouvrir justement ces plateformes à toute une série d'offres relatives au service à la personne? Mais pour qu'une plateforme comme celle-ci existe, il faut bien qu'il y ait une association qui soit derrière. Et puis, la force de ce type de plateforme va résider, comme je viens de le dire, justement sur la diversité et la richesse de ces offres. D'où la nécessité probablement de casser ces effets de silotage sur ces différents secteurs d'activité et puis travailler à ces plateformes pour qu'elles puissent être envisagées d'un point de vue coopératif. Là, et puis plus il y a de monde, évidemment, plus il y a de possibilités de financement de ce type d'outils. Services de livraison en mobilité douce, ça existe déjà en partie à Yverdon. C'est des enjeux ou en tout cas des objectifs qui mériteraient d'être développés. Grâce à ces plateformes, il y a la possibilité de pouvoir constituer des communautés de clients, des carnets d'adresses qui sont des éléments très très importants dans les techniques classiques de marketing. La question des bons commerciaux aussi, ou de la monnaie locale, parce que quand on parle de bons commerciaux, une monnaie locale, on parle en fait exactement de la même chose, d'aller vers une digitalisation de ces bons commerciaux, et puis également, évidemment, de travailler sur le montage d'événements culturels, d'événements commerciaux, je m'excuse de la petite faute d'orthographe, relativement donc à ces activités, cette fois-ci tournées vers la demande. Maintenant, je vais me tourner vers les pouvoirs publics et puis je vais essayer de faire vite pour respecter le temps de parole. Idéalement, il faudra avoir un ou une déléguée au centre-ville. S'il y a une association, il faut une déléguée pour pouvoir simplifier en tout cas le management ou la gestion de ce centre-ville. Nous, ce qu'on préconise aussi, c'est une gestion forte du centre en tant que zone d'activité économique. Et puis là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces zones d'activité économique, ce qui se présupposerait là aussi d'avoir ne serait-ce qu'une typologie des activités économiques, typologie qui manque en principe aux communes parce qu'elles n'ont pas toujours les ressources internes qui leur permettraient de pouvoir gérer ces bases de données. La gestion forte du centre en tant que zone d'activité économique serait même encore plus importante que de disposer d'une stratégie immobilière. Par contre, avoir une stratégie immobilière d'un point de vue communal, c'est toujours un plus, ce qui permet de moduler en tout cas le prix de l'immobilier ou des loyers commerciaux qui peuvent être réalisés. C'est travailler sur l'adaptation des horaires aussi commerciaux, travailler, comme je le disais, sur la mixité des espaces de services, ou en tout cas de faciliter la mixité de ces espaces de services. Enfin, c'est de travailler sur la valorisation du paysage urbain, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, au travers de projets très ambitieux qui ont l'air d'être très prometteurs, que ce soit la place d'armes de la gare ou bien l'esplanade des remparts, vous travaillez déjà de manière extrêmement efficace sur la valorisation de ces paysages urbains. Là aussi, pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le trafic pendulaire, il faut lutter absolument contre le trafic pendulaire au profit de déplacements qui seraient relatifs à des achats, à des loisirs et puis à des services. Il y a certains enjeux aussi qui permettraient de pouvoir travailler sur le domaine public. Le domaine public est un levier qui pourrait permettre d'agir efficacement contre le trafic pendulaire, par l'entremise, par exemple, du contrôle du dernier kilomètre. Alors là, je parle du transport de marchandises qui participe aussi de la congestion des villes et des réseaux viaires. D'envisager, pourquoi pas, ça c'est assez innovant, des parkings convertisseurs de monnaie locale. Vous arrivez dans un parking ou une place de parc sur le domaine public, et puis une partie de ce que vous payez vous sera rendue en monnaie locale.
tout le monde aurait intérêt, théoriquement, d'un point de vue économique, de pouvoir bénéficier de telles propositions. Il vaut mieux que la monnaie tourne avant de tomber dans l'escarcelle publique. Et puis, ça vaut mieux pour les commerçants, ça vaut mieux pour la culture, et puis ça vaut in fine mieux aussi pour l'assiette fiscale de la commune. C'est de favoriser, bien entendu, la mobilité douce, les transports publics, la distribution de bons commerciaux, et puis le soutien financier et logistique aux événements que j'ai évoqués tout à l'heure. Puis je vais conclure très rapidement aussi voilà, sur l'attractivité des centres-villes en quelques mots-clés. Un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces centres-villes. Mais le schéma que je vous ai montré tout à l'heure pourrait être une amorce de ces grands principes en matière de gouvernance. C'est travailler sur les notions de mutualisation, de transversalité, faire sauter justement ce morcellement et puis ces effets de silotage entre les différents secteurs d'activité. C'est de travailler sur la coordination aussi bien à l'interne des administrations publiques qu'à l'externe avec les différentes parties prenantes. Et puis évidemment, le tout ne pourrait pas marcher sans une bonne dose de confiance entre les différents partenaires, les différents acteurs. Voilà, je ne vais pas m'allonger, je crois que j'ai respecté plus ou moins le temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer sans tarder à la deuxième partie de la conférence en présentant l'intervention de Madame Natacha Ross, qui est donc chef du service de la culture pour la ville de Fribourg. La culture étant un des vecteurs de l'attractivité économique, nous désirons poser le focus sur cette dimension afin d'appréhender comment favoriser l'implantation de ce domaine dans l'espace public. À ce titre, les collectivités publiques peuvent jouer un rôle prépondérant, à l'instar de la ville de Fribourg qui a mis sur pied une régie culturelle. Pour aller plus loin sur une expertise de terrain visant à amener la culture au centre-ville, nous avons le plaisir d'accueillir Natacha Ross, chef de service de la ville de Fribourg, de culture de la ville de Fribourg, qui nous fera un retour d'expérience sur cet outil de régie culturelle en tant que laboratoire d'expérimentation dans l'espace public. Auparavant, avant sa fonction actuelle, depuis 2012 à la ville de Fribourg, elle a exercé différentes fonctions dans des institutions culturelles et des festivals en Suisse romande, en parallèle et après ses études en histoire et géographie. Elle s'est perfectionnée dans le domaine de la culture dans l'espace public grâce à plusieurs projets et études qu'elle a menés. Son mémoire en gestion culturelle sur le positionnement d'un quartier comme pôle jeunesse et culture en 2008, les assises de la culture dans la région fribourgeoise dans le rapport Culture 2030 est basé sur le développement durable en 2014, ou encore les journées de la culture chaque 28 février. Elle a monté une équipe afin que la ville de Fribourg mette en œuvre différentes initiatives participant à la promotion de son activité. Des projets qu'elle vous présentera tout à l'heure, comme par exemple la régie culturelle ou les tables artistiques. Nous lui souhaitons la bienvenue et Madame Ross, je vais vous céder la parole pour votre allocution. Merci beaucoup, Monsieur Savio. Merci à la municipalité d'Yverdon pour l'invitation. Je suis très honorée et je m'en réjouis énormément. D'autant plus d'intervenir en résonance avec l'excellente présentation de Monsieur Babet. Ça m'a beaucoup parlé et j'ai à peu près le même vocabulaire par endroit. Je vais tenter de vous partager mon écran en espérant que cela fonctionne. Alors, ça fonctionne. Par contre, le plein écran, voilà. Ah ben voilà, c'est tout bon, c'est parfait. Très bien. Voilà. Alors, j'attaque sans plus tarder. Je m'excuse, je vais juste... Hop. Voilà. Alors, l'attractivité des centres-villes, l'exemple effectivement en particulier, c'est ce qui m'a été demandé de la régie culturelle à Fribourg. Je m'en réjouis de vous en parler parce qu'elle a été lancée officiellement il y a moins d'un mois de cela. Ma présentation, je pense que beaucoup de gens passent beaucoup de temps en Zoom, Teams, etc. Donc, je l'ai faite assez visuelle. Ça me fait aussi plaisir d'être une fois à la place, pas à la place des organisateurs, parce que comme vous l'avez dit, on organise à Fribourg un certain nombre d'événements participatifs. Je vous en dirai deux mots, notamment des journées de la culture.
On aime beaucoup échanger et s'enrichir mutuellement. On a justement invité d'ailleurs les First Friday ou d'autres initiatives Artichoc un peu similaires à la régie culturelle pour monter ce projet, pour réfléchir à ce type de projet. Alors, je commence par quelque chose qui pourrait vous choquer. Pour une présentation sur l'attractivité d'une ville, de vous présenter un sac de haute couture Fribourg, ville morte. C'est un petit peu fait exprès pour capter votre attention. Je suis bien sûr sensible à la promotion de ma ville que j'adore, mais c'était pour dire que cette œuvre qui a été créée spécialement en 2018, justement pour la première journée de la culture, j'ose la présenter parce que j'ai intégré ce que j'ai appris lors de tous ces temps participatifs. Non seulement ou en particulier qu'on ne touche pas à l'artistique et qu'on n'instrumentalise pas la culture. Ça n'est pas un outil du marketing, c'est plutôt finalement le marketing qui est au service de la culture. En tout cas, l'œuvre, on n'y touche pas. Voilà, une image, la même, mais dans l'autre sens, je crois, de celle que j'ai en fond d'écran. Fribourg, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si une personne d'entre vous a la réponse, mais nous, en ville, on n'a encore pas défini le positionnement, l'identité de la ville de Fribourg. On y travaille, il y a une étude qui sera menée, qui n'a encore pas été commandée, mais dans quelques mois. Donc, on parle de Fribourg, ville universitaire, donc il y a plus de 10 000 habitants pour moins de 40 000, plus de 10 000 étudiants pour moins de 40 000 habitants. On parle d'une ville de pont, on en voit un ici, d'une ville historique. Elle est très réputée également pour sa gastronomie, donc ville de table, on en a fait quelque chose dans l'espace public, vous le verrez. Une ville de culture, évidemment, je dois le dire, mais c'est important parce qu'il y a une énorme densité d'institutions culturelles, plus de 10 musées, 4 théâtres, 3 clubs de musique actuels, etc. Et on est en train de voir si ça deviendrait une cité du son au niveau de la culture ou alors si c'est Fribourg naturellement. C'est le message qui est mis dans le programme de législature qui prend fin ces prochains jours. Et vous le voyez, il y a pas mal de verdure dans cette ville. Sur le site de Suisse Tourisme, on lit que Fribourg, c'est comme un musée en plein air. Grâce à son incroyable bâti médiéval et ses façades gothiques, il y en a plus de 200 en ville. Alors un musée en plein air, peut-être que ça ne fait pas rêver parce qu'un musée, c'est une carte postale et c'est un petit peu coincé comme ça, un petit peu trop statufié, donc on préfère quelque chose de dynamique. J'ai l'impression que Fribourg est à cheval finalement avec ce côté carte postale et puis l'énorme énergie qui est déployée notamment par les étudiants et cette jeunesse à Fribourg. Alors, quand les contraintes, j'entre maintenant un petit peu dans le sujet, de nouveau j'aurai des visuels après, quand les contraintes se transforment en opportunités. Vous l'avez dit, Monsieur Savio, j'ai commencé à m'intéresser à cela grâce à mon travail de mémoire en gestion culturelle, notamment à la question de la gentrification, ce terme en gros qui veut dire que les quartiers se transforment. Les quartiers populaires se transforment grâce à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées qui réhabilitent certains logements et importent des modes de vie et de consommation différents. J'ai fait ce travail en fait parce que j'avais une contrainte. Je gérais un lieu culturel et on avait des contrats de bail de 6 mois, des avenants de 6 mois en 6 mois. C'était un café-théâtre à Fribourg et c'est difficile de programmer, enfin de faire quelque chose et d'avoir une vision d'avenir quand on n'est pas sûr d'avoir encore nos locaux dans 6 mois. Donc ce travail servait justement peut-être à dire à la ville pour laquelle je travaille maintenant qu'il est important de positionner, de poser une vision et puis après de développer en fonction de la vision. Donc maintenant je suis bien placée pour tenter de le faire. Et pour rebondir aussi sur les remarques de Monsieur Babet, c'est pas simple de le faire et on peut pas le faire tout seul. Et ça vous le savez tous pour les personnes qui travaillent dans des villes. Donc, on a fait quelques tests, notamment, je présenterai peut-être après la redynamisation du quartier du Bourg. On a essayé déjà sur ce centre-ville historique, mais j'y viendrai après, de mandater un coordinateur durant une année pour redynamiser ce quartier. On a aussi un manager culturel dans un autre quartier, j'y viens juste après. Voilà.
Alors, dans les contraintes, nous avons un pont qui s'est fermé. C'est le pont que vous voyez en bas à droite, le pont de Zeringen. C'est très rare de fermer un pont. Monsieur Babet parlait de mobilité. C'est vrai que c'est étonnant de se dire on se coupe d'une partie de l'entrée de ville. Vous voyez en haut qu'on a construit le magnifique pont de la Poya. Donc en 2014, il y a eu un problème finalement avec des voitures qui ne pouvaient plus circuler. On en revient très souvent à la mobilité. Et on a mis sur pied quelques actions de redynamisation du centre-ville historique. Justement, en mandatant un coordinateur culturel, c'est là qu'on a déjà commencé à beaucoup apprendre et à apprendre surtout pour les étapes et les années suivantes, notamment de cette problématique des conditions cadres et des difficultés à travailler tout seul. La culture, c'est du software. On l'a vu, il y a des projets d'urbanisme et d'architecture, il y a la question de la mobilité, du commerce. La culture, finalement, c'est une couche assez soft des différents éléments d'une politique publique. Par contre, elle peut avoir cette agilité et cette agilité, en fait, pour venir animer ou participer à un dynamisme de centre-ville avec les autres acteurs, qu'ils soient privés ou publics. Je développe un petit peu après. On a eu une autre contrainte, je dis contrainte et opportunité, comme ça je vous exemplifie quelques grands quartiers au projet de Fribourg. C'est la fermeture de Cardinal, notre chère brasserie qui est très forte pour l'identité de Fribourg, des Fribourgeois en 2011, et puis la ville et l'État de Fribourg. Alors là, le mot gouvernance aussi qu'a évoqué M. Babet, je l'utilise à peu près tous les jours, que ce soit pour Blue Factory ou d'autres dossiers. Donc effectivement, c'est une gouvernance particulière, vous en avez peut-être entendu parler ces temps. Une SA a été créée en 2014 et les propriétaires, les actionnaires sont la ville et le canton de Fribourg, c'est unique en Suisse. Et bien sûr, ça complique cette gouvernance puisque c'est les collectivités publiques qui ont formé une SA. Une SA, en principe, elle est rentable. Et là, on crée un quartier d'innovation. Alors, en principe, les collectivités publiques n'arrivent pas à rentabiliser, je crois, leur quartier. Donc, il y a plein comme ça de tensions, finalement, ou d'apprentissage qui se font grâce à ces différentes expériences. Ensuite, une autre grande contrainte et quelque chose d'assez dramatique pour les acteurs culturels qui m'intéressent plus particulièrement, pour lesquels j'œuvre, c'est la crise, bien sûr, de la Covid-19. Et l'opportunité qu'on a ou qu'on sait générer ou qu'on a généré, en tout cas pour les indépendants, les artistes et indépendants de la culture, mais aussi pour les commerces. Je ne cite pas les autres secteurs. Je crois qu'il y a là où le chef du service des sports qui est là. On a aussi eu des actions pour les clubs sportifs, etc., pour le social, évidemment. Grâce à, la ville de Fribourg avait 3 millions d'excédents sur l'exercice 2019, donc ces 3 millions ont été investis en 2020 sur justement des mesures d'urgence. On est en train de les déployer au niveau culturel. On a déployé 7 paquets de mesures et on a justement profité de cela pour non seulement pour soutenir financièrement, mais aussi pour présenter et pour promouvoir. Alors, promouvoir pas les quartiers ou la ville, mais promouvoir les artistes et les indépendants de la culture. Vous avez organisé la Schubertiade très très bien en 2017. On va annoncer probablement prochainement son report en 2022. On va l'accueillir en 2021 à Fribourg. Et là, justement, grâce à ces mesures d'urgence, typiquement, on a sorti 100 000 francs pour générer des projets interdisciplinaires. Différents artistes, même des privés ou d'autres, pouvaient proposer des concepts qui se tiendraient, qui se donneraient dans l'espace public. Donc voilà, on essaye de tester, on est tout le temps en fait en train de tester de manière assez agile. Ça nous donne aussi un petit peu moins de pression. Vous le verrez, je le communique un peu plus tard sur la régie culturelle, on parle souvent de projet pilote parce qu'à chaque fois, c'est la première fois, on teste, on sait que ce n'est pas parfait et on améliore de fois en fois. On apprend de nos erreurs aussi. Alors voilà pour les mots-clés qui ressemblent à ceux de mon préopinant. J'ai listé comme ça quelques éléments parce qu'en termes de marketing territorial ou quoi, on parle souvent de parcours client et territoire. Et j'ai ajouté se réinventer.
parce que c'est les conditions cadres, j'ai l'impression, qui doivent se réinventer. Les acteurs, au sens large du terme, sont souvent très, très créatifs. Et en tant que collectivité publique, j'ai l'impression qu'on peut vraiment tabler et travailler avec eux, que ce soit les habitants, les acteurs économiques, privés, publics d'ailleurs. Les collègues d'autres services nous apprennent aussi énormément et ils ont énormément d'idées. Par exemple, on l'a dit, les centres commerciaux, je pense que c'est dans les plus grands concurrents des centres-villes, ils diversifient leurs offres. On trouve tout à coup des piscines ou quoi dans les centres commerciaux, des aires de détente. Donc, dans les idées peut-être un peu folles qu'on pourrait avoir, ce serait de se dire que, et finalement aussi les espaces de foire se vident. On a plein de problèmes sur de grands espaces de foire dans des grandes villes suisses. Pourquoi pas finalement essayer de changer la tendance ou d'inverser la tendance et de se dire que finalement les foires se tiennent, infiltrent comme ça la ville et finalement la ville ou un quartier de ville devient un territoire comme une grande institution, qu'elle soit privée, publique, qui génère comme ça différentes offres. Je rebondis aussi avec ce que disait M. Babet. Je pense que ce qui est très important pour une foire, pour un spectacle, on en manque terriblement depuis plus d'1 an, c'est le besoin de se rencontrer. Boire un verre, partager, se rencontrer, c'est un peu bateau, mais c'est bien ça aussi qui nous réunit. On se réjouit que les terrasses réouvrent et le centre-ville, à mon avis, il peut offrir ça, il devrait offrir ça. Et les projets que vous avez à Yverdon, il me semble, vont très bien dans ce sens-là. Conditions cadres, alors ça, c'est l'énorme, c'est le gros problème. Monsieur Babet aussi a déjà cité une partie des problèmes que nous avons vécus, notamment avec, c'était d'ailleurs Sylvain Maradan, qui est maintenant le directeur de l'Échandol à Yverdon, qui avait eu un mandat de coordination, qui essayait d'abord de comprendre, d'écouter les besoins, les problématiques, et puis de travailler avec les différents partenaires pour trouver des solutions, des petites solutions concrètes. Donc, on a inventé comme ça toute une série de petits projets. Je vous présenterai les tables artistiques. Et après, on a essayé d'aller plus loin, on a essayé d'organiser un event justement sur le dimanche, d'élargir notre manifestation phare à Fribourg, la Saint-Nicolas, qui draine 25 000 personnes le samedi, et de se dire, il y a tout ce public, cette clientèle potentielle qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? On élargit sur 2-3 jours, etc. Mais finalement, on a été contraint effectivement par l'ouverture des commerces, le fait qu'on n'a pas pu se poser comme pôle touristique, ça prend des années, etc., etc. Après, il y a des tas de contraintes d'empiètement ou des tas de problèmes, entre guillemets, pour porter de tels projets. Donc, ensemble, c'est un peu ce qu'on a compris, c'est que ça sert, on a essayé de partir bien quelques fois seul, alors on va pas très loin, mais c'est déjà chouette. Et puis ensemble, c'est beaucoup mieux, ça prend beaucoup plus de temps et on le sait très bien dans les collectivités publiques, mais ça va beaucoup mieux. Je l'ai déjà dit, que ce soit entre services, entre administration et collectivité aussi, ou surtout avec le public, le privé, les institutions, les entreprises ou les habitants, ça marche très très bien. La culture comme liant, effectivement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en termes d'agilité en fait. C'est on est assez créatif en général, où ils sont les artistes, et puis ça peut être mis en place assez rapidement avec peu de coûts. Donc on vous propose, on essaye de proposer à Fribourg d'utiliser la culture comme liant, justement. C'est ce qu'on a fait aussi sur Blue Factory, en se disant que la culture dans ce pôle, finalement, ce quartier, ce nouveau quartier d'innovation, était un vecteur d'accès au quartier. D'abord, c'était un site, donc l'accessibilité avec des zones accessibles, un facteur de mise en valeur de friches. J'en reviens à la gentrification, à l'évolution des villes. Elles sont remplies, les villes. Souvent, on ne peut plus construire du neuf. On passe son temps à rénover, à réaffecter d'anciens bâtiments, d'anciens espaces. C'est un lien aussi entre les utilisateurs du quartier. Il y a des gens qui bossent, des entreprises. Il y a tout à coup, il y a différents publics comme ça qui se retrouvent dans le quartier, et la culture peut avoir ce facteur liant. Et puis le rayonnement, l'idée c'est d'utiliser l'ancien silo, pour reprendre aussi une expression qui m'est chère parce que j'essaye de casser les silos, mais à Blue Factory il y en a un, comme phare de rayonnement pour Fribourg. Ensuite, il y a le mot-clé ADN. Bien sûr, chaque ville est différente, chaque quartier, chaque région. J'ai aussi travaillé dans des régions montagneuses ou autres, on développe beaucoup la culture. À Fribourg, il y a le côté médiéval.
qui nous tient à cœur et qui offre une belle qualité. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les corporations, où au Moyen-Âge, il y avait les artisans qui habitaient au-dessus de là où ils travaillaient. Et là, c'est une des grandes problématiques, effectivement, avec toutes ces vitrines maintenant qui souvent sont empêchées ou cachées. C'est pas agréable pour le passant. C'est aussi dans le projet de régie culturelle que je vous présente après, on va essayer de sentir en fait la profondeur des espaces et de ne pas cacher les vitrines ou mettre quelque chose totalement contre la vitrine. La gentrification, j'en ai parlé, et Fribourg, un Sonderfall, c'est un peu un cas particulier, c'est quelque chose qui a été réveillé ou qu'on a compris et qui est très positif, c'est la bienveillance. Pour rajouter un dernier mot-clé, c'est qu'il n'y a pas une énorme concurrence, il y a une sorte d'humilité ou de bonhomie à Fribourg qui fait que c'est un point fort et qu'il faut qu'on continue à l'utiliser. Ensuite, en quoi la culture peut-elle participer, voire inciter à la transformation? Alors, on voit qu'on a un dialogue culturel avec des points de contact, justement les journées de la culture, et puis en dessous, des projets culturels qu'on réalise. Par exemple, en 2016, partant de cette redynamisation du bourg, on a créé un énorme projet qui était Tinguely 2016 pour marquer l'anniversaire de la mort de Jean Tinguely avec plus de 80 manifestations en ville de Fribourg et au-delà. Les journées de la culture, justement, alors je l'ai juste mentionné parce qu'on avait thématisé l'espace public terrain de jeu culturel avec des réponses oui, mais. Une culture durable se réinventer pour grandir, pas plus mais autrement était la conclusion. Après, on était en 2019, aujourd'hui on est en 2021, on est dans un tout autre contexte, on a juste besoin de créer et de travailler. Donc, les choses ont énormément changé entre les travaux qu'on a menés depuis 2-3 ans et puis la situation qui est aujourd'hui. En 2020, on avait thématisé les institutions culturelles nouvelle génération et on est arrivé à la conclusion qu'on a besoin de laboratoires pour expérimenter. Donc, de nouveau, la pandémie nous permet de transformer les institutions et de revoir les modèles, puisque tout s'est accéléré avec le lockdown et la consommation sur Internet. Voilà, et là, c'est quelques photos justement pour illustrer un petit peu le propos. Donc, on essaye directement de mettre en pratique ce qu'on discute, c'est-à-dire d'avoir des formats qui changent un petit peu des conférences usuelles, des conférences de l'époque où on pouvait se rencontrer. Voilà, ici, on a justement l'urbanisme de la ville de Fribourg qui était présente. On essaye de prendre avec des gens, on avait le responsable des manifestations aussi, des artistes, d'autres spécialistes, comme je vous l'ai dit, des spécialistes qui ont déjà mené d'autres projets tels que la régie culturelle, c'est-à-dire valoriser des surfaces vides ou des vitrines. Voilà un petit peu. On a des tables rondes, on travaille avec des illustrateurs. Juste prendre une note. Et puis, sur les 3 ans, on a eu environ 400 personnes qui ont participé. Et là, on va sortir un rapport d'ici quelques semaines qui présentera les résultats des différents travaux. Effectivement, peut-être juste un petit focus là. On travaille souvent en atelier et puis après en plénum. On a thématisé l'espace public, quel potentiel, les institutions culturelles hors les murs. Est-ce qu'un espace public est un lieu de tous les possibles ? Et puis enfin, une question quand même intéressante pour ce qui nous concerne, culture, tourisme et économie au service d'une redynamisation commerciale. Donc, les conclusions ont été, attention, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas instrumentaliser la culture, et ça, on doit vraiment faire attention tout le temps. La culture, ce n'est pas du marketing, les conditions cadres, j'en ai parlé, et puis l'espace public, justement, c'est des terrains de jeu culturels, socioculturels, là c'est très dans ces thèmes-là, mais bien sûr aussi pour d'autres acteurs. Et puis concrètement, nous on essaye après de concrétiser, comme je le montrais avant sur la ligne du temps. On a un plébiscite pour la régie culturelle, la valorisation du patrimoine. On va aussi essayer d'intégrer cet aspect-là parce qu'on a beaucoup de lieux sacrés à Fribourg ou d'églises, etc. ou des bâtiments finalement de l'État de Fribourg, du canton qui a un beau patrimoine. Et finalement, tous ces écrins ne sont pas souvent, voire jamais visités. Donc, c'est aussi une idée qu'on aurait de développement grâce à la régie culturelle. Fribourg, ville ouverte, c'était arrivé dans un forum d'idées.
Et l'idée était d'offrir la ville à un artiste durant une période et qu'il laisse une œuvre. Je trouvais ça sympa. Voilà. Alors, tout à coup, on s'est retrouvé dans une montgolfière pour le café lors de la Journée de la Culture 2019. Je vais avancer un petit peu. L'art dans l'espace public, il peut y avoir différentes sortes d'art dans l'espace public, des œuvres, des momentum. Maintenant, on l'appelle comme ça, c'est des festivals, c'est des institutions qui font quelque chose hors les murs. Les quartiers en mutation, c'est justement toute cette thématique, notamment de Blue Factory. Et puis l'outil, c'est la régie culturelle. Voilà, je vous montre quelques tables. Donc, notre plaque en béton sur Jaguar écrasé, créée en 2016, qui en fait pourrait contenir, mais pour l'instant, ce n'est pas en marche, des sets de fondue dans son coffre pour réunir les gens. Donc, on joint l'utile à l'agréable entre art et surtout, on offre l'art à la population plutôt que de l'enfermer effectivement dans des lieux de conservation. Et l'idée, c'est d'avoir des moments de cohésion sociale. Ici, on voit que ça devient finalement un projet touristique. Presque tout le monde vient se faire prendre en photo devant la table du bourg. Et puis, la dernière qu'on a inaugurée, ce n'est pas en 2016, mais c'était en septembre dernier. C'est l'auditoire Georges, en référence à l'université, fondée par Georges Piton, qui marche très bien aussi. Voilà pour la régie culturelle maintenant. Donc l'ambition, c'est la culture comme moteur de l'attractivité de la ville de Fribourg. C'est un projet pilote qu'on a débuté officiellement en 2020 et qu'on va devoir déjà évaluer cette année pour voir si on peut aller jusqu'au bout du projet pilote en 2022. Les valeurs du projet, ça c'est aussi dans notre vocabulaire courant, c'est d'essayer d'être exemplaire, c'est la qualité évidemment, c'est la durabilité, ça c'est comme on l'a dit au départ, c'est notre base d'action, et puis l'agilité. Les objectifs entre culture, tourisme et économie, donc faciliter l'utilisation temporaire de locaux vides, favoriser l'accès à la culture pour la population et participer au rayonnement de Fribourg. On a testé, on a questionné beaucoup les acteurs culturels sur ça, parce qu'en fait, ça ne nous sert à rien de faire quelque chose si ça ne répond pas à leurs besoins. Justement, on ne veut pas instrumentaliser. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'énergie, mais je ne vais pas aller trop dans le détail. C'est aussi beaucoup d'énergie de juste se déplacer, par exemple, pour venir déplacer son atelier pour 2 semaines dans le centre-ville, ça les intéressait moyennement. Donc, on est en train de créer tout un programme en fait avec différents moyens de programmer. J'y viens juste après. Nous avons tous fait en co-construction, nous avons une charte de qualité. On consulte régulièrement les milieux culturels qui sont bien sûr critiques constructives. C'est très agréable et ça nous fait aller beaucoup plus loin, comme je l'ai déjà dit. Nous avons maintenant des ressources, une coordinatrice et du personnel, un directeur technique. Au niveau du calendrier, je l'ai déjà dit, c'est jusqu'à la fin 2022. Depuis quelques semaines, justement, nous avons, ça se trouve tout près de la cathédrale Saint-Nicolas, réaménagé le Café des Arcades, la ville, les propriétaires du Café des Arcades, un magnifique espace qui va réouvrir. Et à côté de ça, on trouve la régie culturelle, dont vous avez une photo de l'intérieur ici. On a déjà, alors là, je ne sais pas si ça va marcher, on a déjà 2 artistes qui sont passés en résidence. Je vais juste voir si ça fonctionne. Non, ok. Je vais peut-être faire l'impasse des vidéos pour ne pas vous manger trop de temps. Juste dire que toujours dans l'idée de durabilité, on a créé avec les mesures d'urgence Covid 13 mini-résidences d'artistes locales et durables où finalement on finance les artistes non pas pour produire mais pour R&D, recherche et développement. Et ça fait partie de toute cette thématique de durabilité. Donc tout ce qu'on fait, que ce soit le contenu ou le contenant, on essaye de le faire dans ce sens. Et sinon, on est en recherche d'espace, c'est le gros thème. J'ai vu qu'il y avait 9%, ou j'ai oublié les chiffres, par rapport aux surfaces commerciales vides. Non, on s'est aperçu que depuis la dernière analyse, finalement, il y a beaucoup moins d'espace vide. Ces derniers, il y a 6 mois ou 1 an, on a refait un check. Bien sûr, ce n'est pas moi, c'est mes collègues du développement économique ou d'autres secteurs. Mais finalement, on a des difficultés à trouver des espaces. C'était aussi la raison pour laquelle
après beaucoup d'analyses et de discussions, on avait créé cette régie culturelle sous la houlette d'une collectivité publique, la ville de Fribourg, pour rassurer les propriétaires, parce qu'on avait identifié qu'ils n'osaient pas forcément louer à un artiste de peur que celui-ci reste trop longtemps ou quoi. Par contre, même une collectivité publique peine à trouver des espaces, même si on a un petit budget, enfin un budget pour louer. Bien sûr, il y a des tas de questions qui se sont posées sur la concurrence déloyale. On a créé une boîte à outils qui n'est encore pas terminée. C'est un projet en fait assez énorme. D'ailleurs, je peux vous montrer juste 2-3 éléments ici. Sur la boîte à outils, on a créé un site internet et on va gérer l'offre et la demande justement, la communiquer. Et puis à côté de ça, on aura des projets qui seront portés ou lancés, initiés directement par la ville de Fribourg. Voilà, j'ai été assez longue, je crois. Donc, il me reste à vous remercier sincèrement, enfin remercier tout un chacun pour son attention et sincèrement la ville d'Yverdon pour son invitation. Comme je l'ai dit, je suis très intéressée en tout temps par les remarques, idées ou propositions. Donc, vous avez mon contact ci-dessous. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on entre dans la partie discussion, questions. Tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le fil de discussion. Donc, je vous demanderai d'essayer de cibler les questions avec les interventions qu'on a entendues. Le but de ce soir, ce n'est pas de discuter spécifiquement de certains projets d'Yverdon, de la place d'Armes ou de certaines conditions liées à ce projet, mais d'essayer vraiment de concentrer les discussions et les échanges sur l'attractivité des centres-villes, sur les aspects commerciaux et culturels. J'ai peut-être d'abord une première question à l'intention de M. Babet. Donc, il y a 2 éléments qui m'ont un peu étonné, en fait. C'est, disons, j'ai appris quelque chose, en tout cas. C'est tout d'abord cette forte croissance économique de la ville d'Yverdon ces dernières années, de 13 000 à 20 000 emplois, vous l'avez cité dans votre présentation. La question de la congestion et des conflits liés à la mobilité, on la connaît, puisque la mobilité, c'est aujourd'hui un secteur qui est très sur lesquels tout se focalise, en fait. Aujourd'hui, toutes les attentions sont focalisées. On a un service de la mobilité, une filière de la mobilité qui travaille fortement à développer les questions de trafic, à mettre en avant les mobilités douces, avec un plan directeur des mobilités douces, favoriser les transports publics avec ce plan directeur des transports publics. Et puis, on a aujourd'hui ce parking souterrain et ce projet de la place d'Armes qui prévoit de modifier assez fondamentalement les pratiques de mobilité pour les commerçants, les visiteurs, puisqu'on espère développer, favoriser une qualité de l'espace public avec des espaces apaisés et sécurisés dans le centre-ville. Moi, j'ai trouvé votre tableau, M. Babet, très intéressant parce que les 2 axes, en tout cas entre l'aspect société civile, les moyens d'action pour la société civile et puis pour les pouvoirs publics, on navigue et on oscille entre ces deux éléments. Il y a certains éléments qui existent aujourd'hui à Yverdon dans les propositions d'action que vous avez faites. On a un service de livraison en mobilité douce qui s'appelle Dring, qui est efficace, qui est assez utilisé en lien avec les commerçants du centre-ville. On a un marché hebdomadaire qui se promet d'être développé dans les prochaines années sur la place d'Armes, et on espère y créer une attractivité plus importante sur cet espace des remparts, à l'exemple peut-être de la ville de Sion ou de la ville de Bienne, qu'on connaît dans les marchés hebdomadaires qui fonctionnent bien. On a, au niveau des pouvoirs publics,
le délégué, un délégué économique qui fonctionne et qui fait le lien entre les commerçants et puis notre collectivité. On prévoit aussi de mettre en valeur fortement le paysage urbain à travers les différents projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est comment faire le lien au mieux entre cette société civile et puis ses pouvoirs publics. On a certaines entrées que vous avez évoquées, mais c'est un challenge de faire le lien entre ces deux choses. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu quelles seraient les pistes à suivre pour essayer de créer, de favoriser ce lien entre société civile et collectivité? Vous vous rendez compte que je vous remercie de votre question, mais vous vous rendez compte qu'elle est très large. Et puis, bon, j'ai insisté sur les questions de gouvernance. Vous venez de dire qu'un délégué à la promotion économique fait le lien entre les commerçants et puis la commune, ce qui est une très bonne chose. Il joue le rôle de délégué au centre-ville. Je pourrais peut-être évoquer, mais rapidement, le pouvoir quand même énorme que la commune a entre les mains. La commune finalement a deux outils qu'elle peut mobiliser. Un premier outil qui est relatif donc au domaine public. On a, je crois, rarement pensé au domaine public comme levier majeur en matière de développement des activités commerciales, des activités de service à la population et autres. Ce n'est pas seulement le commerce, mais la culture aussi a besoin de mobilité. Et puis là, j'ai évoqué deux choses très rapidement qui concernent donc le contrôle du dernier kilomètre. Il y a quelque chose qui est peu souvent évoqué. J'ai parlé des pendulaires, mais en fait, dans le nombre de véhicules qui passent à Yverdon, un véhicule sur 10, c'est un camion, une camionnette aujourd'hui. Et puis, il y a une explosion du nombre de camions et de camionnettes à cause de l'explosion d'Internet. Vous regardez par exemple le nombre de camionnettes qui sont immatriculées depuis 2005, ça a plus que doublé en Suisse. Donc voilà, puis ça correspond exactement à l'avènement du e-commerce. Si vous avez la possibilité théoriquement, par exemple, de pouvoir légiférer en la matière et puis d'appliquer, par exemple, les mêmes règles qui existent pour le centre-ville. Je suppose qu'à Yverdon, il est interdit de livrer après 10 heures le matin. Et puis, vous avez la possibilité théoriquement d'imposer ça sur tout le territoire communal. Ce faisant, vous pouvez théoriquement générer une foule d'emplois, de services à la population en matière de livraison. En clair, ça veut dire que les camions et les camionnettes ne pénètrent pas dans le territoire communal, s'arrêtent dans des mini-hubs, et puis le dernier kilomètre est assuré par de la mobilité douce. Je connais 3 villes qui sont en train de mettre ça en place. Il y a Vevey, il y a Sion, il y a Bâle. Ça, c'est des opportunités qui peuvent être super intéressantes. Donc, des emplois ont été détruits dans le commerce. On va essayer de compenser ou de travailler sur la chaîne de valeur de manière différenciée. Ça, c'est un élément. J'ai évoqué très rapidement aussi la question des convertisseurs de monnaie. On travaille avec 4 villes actuellement sur cette hypothèse. On ne sait même pas si légalement c'est possible, mais ça vaut la peine quand même d'essayer. Une place de parc sur le domaine public à Yverdon, je suppose que ça rapporte entre 2 000 et 2 500 francs par année. Un peu moins de la moitié de cette somme est relative à des charges pour mettre des contraventions et autres, payer les employés. L'autre, c'est du bénéfice. Théoriquement, il vaudrait mieux que ce bénéfice puisse retourner à la collectivité publique, puisse tourner localement pour proposer donc aux personnes qui reçoivent des bons commerciaux par ce biais-là d'aller dépenser leur argent aussi bien dans des offres culturelles que des offres commerciales et autres. Et là, vous généreriez beaucoup d'emplois de services. Et puis, je ne connais pas le nombre de places de parc qui sont en zone bleue, qui sont payantes sur Yverdon. Vous avez toutes ces données, mais il est assez aisé de pouvoir faire des scénarios économiques par rapport à ça. Et puis, le troisième élément qui me semble très important, c'est, que j'ai évoqué aussi très rapidement, c'est la zone d'activité économique. Vous savez qu'au travers de la LAT 2014,
les cantons et les communes doivent gérer de manière beaucoup plus efficace et efficiente leurs zones d'activité économique. Je ne vois pas comment on peut gérer de manière efficace ces zones d'activité économique si on n'a pas des typologies de types d'activité économique. Et puis, je connais peu de villes qui aujourd'hui disposent d'une typologie précise de ces activités économiques, culture incluse, qui permettrait de pouvoir, comment je veux dire, avoir une vision du centre-ville qui soit peut-être plus efficace, plus efficiente relativement, par exemple, à toute une série de prestations de services qui sont relatives aux personnes. On pourrait dire politiquement, ben voilà, les centres-villes, d'un point de vue économique, c'est tourné vers les services aux personnes. Encore une fois, culture incluse. C'est à partir de là, me semble-t-il, hein, je n'ai pas la vérité est vraie, mais me semble-t-il, c'est au travers de ces outils qu'on peut commencer à négocier, à trouver des partenariats, par exemple avec les commerçants qui sont très sensibles. Il y a eu des remarques d'ailleurs qui sont très sensibles aux places de parc, en disant mais on aurait un intérêt cette fois-ci à parler de ces places de parc et puis à les envisager peut-être autrement avec les commerçants et puis les autres acteurs économiques de la ville, quoi. Puis voilà, bon, j'ai parlé de gouvernance. Hein, voilà, je ne vais pas monopoliser le crachoir, mais voilà, on aurait d'autres choses à dire à ce niveau-là, quoi. Je vois qu'il y a quelques questions dans le fil de discussion. Je vais lire la question de M. Poltier, qui s'adresse à M. Babet. Donc, je vais essayer ensuite de vous donner la parole, Mme Ross. La question suivante est la suivante. Comment améliorer le paysage urbain et favoriser les déplacements piétons et cyclables qui nécessitent de l'espace, alors que la suppression de places de parc voitures est souvent perçue comme une perte de chiffre d'affaires par les commerçants? C'est vrai qu'on a cette image de très ancrée comme quoi la place de parc devant le commerce génère plus de chiffre d'affaires pour les commerçants. Est-ce que vous avez quelques mots à dire sur cette question? Oui, je peux comprendre les commerçants au sujet des places de parc. Hein. C'est vrai qu'il y a comment dire, vous connaissez le micro-recensement et puis vous connaissez les proportions en termes de déplacement en voiture. Grosso modo, pour faire très simple, vous avez 4 causes de déplacement en voiture. La première, c'est les pendulaires. Deuxième, c'est les achats. Troisième, c'est les loisirs. Quatrième, c'est les services. Ce qu'il faut dire au sujet justement de la place de parc devant le commerce, ce qu'on a pu constater, c'est que des espaces piétons sont plus efficaces en fait que des espaces ouverts aux voitures. Il vaut mieux avoir un espace piéton qui concentre un maximum d'activités de service à la personne et puis d'avoir pas trop loin justement un parking ou des possibilités quand même pour les personnes qui se déplacent en voiture pour aller faire leurs courses ou pour aller boire un verre, de pouvoir aller se parquer. Mais il vaut mieux effectivement pouvoir disposer, pour toute une série de raisons, pas seulement environnementales et autres, mais de pouvoir disposer de zones piétonnes à cet effet. Je pourrais peut-être faire le lien aussi avec une autre question qui a été posée, si vous me permettez. Hein, c'est au sujet justement du statut du parking concernant donc, la place d'armes de Gare 1. Vous avez évoqué très rapidement, vous avez plus d'informations que moi à ce sujet, concernant donc, la composition, ou en tout cas le type d'organisation qui va s'occuper de ce parking. J'ai cru comprendre que la commune était partie prenante, ce qui, selon moi, est une excellente chose. Donc, le fait d'être partie prenante d'un grand projet de parking en tant que collectivité publique, ça donne la possibilité à la commune de pouvoir activer certains leviers et puis de pouvoir orienter le type de clientèle que ces parkings pourront accueillir, ce qui me semble également important. Je citerai par exemple la ville de Sion, qui est propriétaire des 3 parkings qui entourent le centre-ville de Sion. Je ferai référence par exemple au projet de gros parking à Morges, où là, ça serait une société anonyme où la ville de Morges disposera de 51% du capital, ce qui lui permettra de pouvoir imposer, si besoin, certains choix stratégiques. Puis malheureusement, vous avez certaines autres villes en Suisse romande, pour des questions historiques, qui ont laissé totalement la gestion des parkings à des opérateurs privés.
et puis ce qui empêche ces communes de pouvoir trouver ou de pouvoir peser sur ces questions de mobilité, quoi. Et on entend très bien votre remarque, à savoir qu'aujourd'hui à Yverdon, on a un partenariat public-privé qui a été mis en place avec une société privée justement, mais qui offre des avantages et puis qui offre aussi peut-être les inconvénients que vous citez, où il y a déjà des éléments qui sont déjà qui ont trouvé des accords avec cette société privée sur lesquels on ne pourra plus agir. Mais il y a effectivement encore des négociations à trouver avec ce partenaire. Oui, juste, excusez-moi, j'aimerais juste intervenir là, M. Savio. Oui, alors évidemment, on n'a pas un capital action, la commune n'est pas dans le capital action, c'est vrai, parce qu'on n'aurait pas pu se payer un parking, mais je rappelle quand même qu'on a un administrateur délégué, donc un municipal de la commune qui est administrateur dans cette société parking. En l'occurrence, c'est moi. Et j'ai quand même si je suis isolée par rapport aux partenaires privés qui a évidemment plus d'administrateurs, je suis néanmoins écoutée au conseil d'administration, comme le sera Main ou mon successeur, et j'ai pu influer déjà sur certaines choses. Puis je rappelle enfin que le partenariat public-privé est scellé par un contrat qui a été négocié pendant plus d'une année, de façon très serrée, et dans lequel nous avons pu imposer ce que nous voulions. Donc, au fond, nous avons pu mettre la commune un cadre en place qui nous convenait et qui était favorable à la commune. Puis, l'exploitation se fait par un conseil d'administration dans lequel il y a un représentant de la commune qui est administrateur et par voie de conséquence qui peut aussi influer sur les décisions. Donc, je pense que bien sûr, ce serait mieux de pouvoir posséder le parking complètement ou d'être dans le capital action à hauteur de 51%, mais je peux vous garantir que c'est de très loin pas du tout défavorable ce que nous avons négocié. Il s'agit d'un droit d'un DDP, d'un droit distinct et public. Ça veut dire qu'à un moment donné, certes, dans 70 ans, comme l'a relevé un participant, mais quand même, à un moment donné, le parking nous revient complètement. Enfin, j'aimerais encore juste relever, puisqu'il y a quelques remarques à ce sujet, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes de l'exploitation du parking et j'aimerais faire un parallèle avec l'exploitation qu'avait voulu pendant très longtemps la ville, à savoir celle du Grand Hôtel des Bains et du centre thermal. Eh bien, je peux vous dire, ça n'a pas été un grand succès, puisqu'au fond, je vous rappelle le nombre de millions, d'énormes millions qui a été injecté à perte dans ces établissements, tout simplement aussi parce que la ville, même si elle avait plus d'administrateurs au sein de ses conseils d'administration, n'avait pas vocation et ni la compétence, ni disons, les compétences professionnelles qu'il fallait pour gérer de tels établissements. Il en va de même de l'exploitation d'un parking où il est absolument nécessaire d'avoir des compétences quand même relativement pointues. C'est la raison pour laquelle nous sommes tout à fait enchantés que nous puissions avoir des professionnels qui exploitent le parking et qui nous montrent comment exploiter un parking de cette taille-là pour qu'ensuite la ville puisse reprendre tout cela et qu'elle ait les compétences de continuer cette exploitation. Voilà, je crois que je réponds du reste à quelques remarques dans les discussions, puis j'aimerais encore juste en prendre une puisque j'ai la parole, c'est celle du réchauffement climatique. Un participant dit oui, ce serait bien de pouvoir végétaliser. Je rappelle que le parc est très largement végétalisé, qu'il y a des grands arbres qui sont plantés à plusieurs endroits et même en haie continue, il y en a beaucoup, et que pour le reste sur le parc, même s'il y a, disons, moins, évidemment pas une terre continue puisqu'il y a une dalle dessous, on a néanmoins des grands arbres, mais on a surtout énormément de végétation, en tout cas beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je pense que nous avons très largement pensé au réchauffement climatique qui nous a du reste guidés dans les aménagements
du parc au-dessus du parking souterrain. Voilà les quelques remarques et réponses que je voulais donner. Merci. Je vais essayer d'adresser une question à Madame Ross pour équilibrer un petit peu le débat. Ma question, elle porte sur le projet Blue Factory à Fribourg. C'est un projet que je connais peu. Je dois dire que j'y étais une fois pour partager une bière dans ce nouvel espace. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est une société anonyme dans laquelle se trouvent le canton et la commune. J'essaye de faire un parallèle avec la ville d'Yverdon. On sait que la ville d'Yverdon a aussi un patrimoine important industriel dont elle est fière. On a en l'occurrence cette usine Le Clancher qui fait preuve, qui marque ce patrimoine historique industriel. On pense aussi aux halles des ateliers CFF qui occupent une surface importante à proximité de la gare CFF. Et puis, on a aussi un fabricant de bière, Bière Boxer. J'essaye de mettre ensemble ces différents ingrédients et puis peut-être pour imaginer un futur où on arriverait à mixer patrimoine, culture et je dirais pas bière, mais plaisir de la bouche ou activité ou attractivité ou vitalité commerciale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots comment est né ce projet et puis comment est-ce qu'on pourrait à Yverdon faire de ce patrimoine, mettre en valeur ce patrimoine pour aller dans le sens de cette attractivité, de vitalité commerciale? Volontiers. Je ne suis pas sûre du coup que ce soit exemplaire parce que vous travaillez très bien à Yverdon. Quand des délégués de la ville justement étaient venus à Blue Factory, j'étais aussi présente. Comment ça s'est fait? Effectivement, je le disais avant, d'une fermeture finalement naît une opportunité et puis on positionne quelque chose, c'est-à-dire d'abord ça s'appelait pas un quartier, un parc zéro carbone, un parc, déjà on a transformé ça en quartier parce que c'est dans un centre-ville, et puis zéro carbone c'était impossible, inatteignable, donc c'est maintenant un quartier d'innovation. Et puis vous avez peut-être vu, je le disais avec l'actualité, qu'il y a un référendum carrément, puisque les deux actionnaires, la ville et l'État de Fribourg, devraient mettre 25 millions prochainement, c'est passé dans les législatifs, pour financer finalement Blue Factory. Et là, il y a un référendum au niveau du canton de Fribourg, donc ça court jusqu'au mois de juin et possiblement la gouvernance va changer si le référendum est accepté. Et puis voilà, le postulat de base était effectivement non arrivé dès que possible, dès que la ville et l'État ont repris en disant que la culture, justement, par cet aspect assez créatif et innovatif, finalement, c'est que de l'innovation tout le temps. La culture, elle pouvait peut-être jouer un petit rôle. Et c'est aussi une des problématiques parce que c'est une SA, donc avec des soucis de rentabilité. On a quand même l'EPFL qui est ici à Fribourg. Il y a une antenne, et il y a des entreprises vraiment très intéressantes, et des projets, des startups très intéressants. Et puis, peut-être la culture, avec cette petite agilité et réactivité, elle communique un peu plus que d'autres projets, et du coup, on doit trouver l'équilibre aussi maintenant pour la suite en fait et pour le contenu. Et il y a des projets d'urbanisme aussi qui avaient été choisis, qui ont été reportés. Au départ, il y a eu beaucoup de changements au niveau interne. Il y avait très peu de ressources aussi pour mener à bien un tel projet d'une telle ambition pour le canton et la ville. Donc voilà, on apprend année après année grâce aux expériences vécues. Après, on compare toujours, c'est vrai que moi je compare parfois, justement au pont de la Poya que j'avais présenté, c'est 50 ans pour construire un tel édifice, ou l'université ou les entreprises électriques. Et en fait, là, on devrait tout faire tout de suite, et il faut juste se rendre compte que c'est énorme. C'est, comme je l'ai dit, 53 000 mètres carrés. Il y a le champ de tous les possibles et c'est pas simple. Donc, il faut juste de la patience et mettre le curseur ou l'horizon un petit peu plus loin. Donc, on se réjouit aussi de voir comment ça avance à Yverdon pour prendre le meilleur. Nous également, on se réjouit de voir comment ça avance à Fribourg et puis on viendra vous demander conseil
pour éviter les écueils et les difficultés que vous rencontrez probablement avec ce projet. Merci pour ces éléments. Je vais reprendre le fil de discussion avec la question de Julie Riedo, qui dit « Bonjour, la première présentation, donc celle de M. Babet, parlait de la concurrence de l'e-commerce. Est-ce que la culture comme liant est une piste à suivre et un levier d'action non instrumentalisé qui a fait ses preuves dans certaines communes ?» Je pense que cette question s'adresse plutôt à vous, M. Babet. Est-ce que vous avez un élément de réponse? Ouais, rapidement, mais c'est dommage que l'interlocuteur de Bienne n'ait pas pu venir, parce que là, on a un exemple formidable de mariage réussi entre culture, activité culturelle, événementielle, activité commerciale et puis cafetier-restaurateur. Donc, j'ai eu l'occasion et le plaisir d'ailleurs d'entendre ce conférencier 2 fois parler de ce beau projet. Hein, c'est une association qui s'est vraiment créée et puis qui a lancé ces différents événements. Et puis avec le secteur centre-ville qui s'appelle Altstadt à Bienne, qui est en train de revivre maintenant. Et puis avec, voilà, il y avait plein de locaux vides. Maintenant, c'est en train de reprendre, revivre. Voilà, donc c'est un morceau de centre-ville qui est en pleine santé grâce à ces activités culturelles. Je vais lire la question de M. Guillard, qui s'adresse également à vous, M. Babet. Enfin, non, aux 2 personnes, en fait. Je vais peut-être donner la parole à Mme Ross, plutôt, du coup. Comment favoriser la conversion des travailleurs pendulaires au centre-ville en acteurs et clients de la vitalité du centre-ville? C'est-à-dire comment les faire rester après le travail pour bénéficier des services à la personne, y compris des actions culturelles. Merci pour la question. Monsieur Babet répondra mieux que moi, mais nous, on y a pensé aussi. Ouvrir les musées, c'est un peu dommage que les musées ferment exactement à la même heure que les commerces le samedi. En plus, c'est à 4 heures à Fribourg. Donc, typiquement, des actions comme ça sur le temps où on ne fait pas énormément, en fait, les apéros, c'est pas si fort que ça dans la culture locale, et de se dire, voilà, durant ces temps où en plus tout le monde pendule en même temps, de se dire qu'on répartit un petit peu la pendularité grâce à des actions. Mais on n'en a pas mis sur pied nous-mêmes aujourd'hui. Est-ce que, M. Babet, vous voulez ajouter quelque chose ou je prends une dernière question? Je dirais qu'il y a pendulaire et pendulaire. Ça dépend des zones dans lesquelles les personnes travaillent, des types d'activités qui sont réalisées. Bon, il est vrai que, par exemple, si vous prenez une zone industrielle qui va être plutôt à l'extérieur de la ville, vous n'aurez pas beaucoup d'interaction entre le centre-ville et puis ces mêmes travailleurs pendulaires. On peut supposer quand même que les pendulaires qui viennent, par exemple, travailler au centre-ville vont quand même dépenser un petit peu d'argent voilà, dans les services qui leur seront proposés. Voilà, et puis je ne veux pas revenir sur la piste, par exemple, des parkings convertisseurs de monnaie locale ou des places de parc sur le domaine public. Mais là, ça pourrait être une piste assez intéressante pour les inviter à venir consommer voilà, les bons commerciaux qu'ils auraient pu obtenir. Mais il est vrai que dans certaines, ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos études, c'est que les pendulaires, en fait, dépensent assez peu dans les villes dans lesquelles ils viennent travailler, quoi. Je vais prendre la question de Mme Stokes, qui demande quelles sont les tendances en matière de participation culturelle à l'animation des centres-villes. Les actions de la régie culturelle mobilisent-elles des habitants ou des gens qui viennent d'autres régions? Donc, c'est plutôt une question à votre attention, Madame Ross. Oui, merci. Alors, la médiation culturelle, c'est un thème qui nous est cher, la participation culturelle aussi. Effectivement, on parlait de qualité, il faut une énorme qualité quand on mène un projet. Par contre, on doit lâcher prise quand on est dans de la médiation. Et là, l'idée, c'est de travailler aussi avec les habitants, avec les migrants, avec tout un chacun, surtout les commerçants, on aime beaucoup. Donc, mélanger, faire interagir ces différents mondes, en fait, qui ne se parlent pas forcément. Donc, la régie, oui, elle va mobiliser tout un chacun dès qu'on aura trouvé les espaces
Voilà. Je vais prendre peut-être une dernière question, puisque le temps avance. La question de Madame Fischer, qui pose la question si la circulation tue le commerce de détail ou lui permet de survivre. Les commerçants hurlent quand on supprime une place de parc, alors qu'aucune des zones piétonnes ne voudrait un retour en arrière. On en a peut-être un petit peu parlé tout à l'heure. Monsieur Babet, peut-être. Oui, alors c'est à la fois remède et poison. Pour faire vite, je suis passé trop vite sur ces questions, j'ai parlé trop vite de toute façon, mais la mobilité en voiture pendulaire contribue à tuer le commerce. La mobilité dédiée aux achats, bah, évidemment, est un élément important pour la survie du commerce de détail. Comme je le disais en introduction, il faut penser en termes de bassin de chalandise. Le bassin de chalandise, entre guillemets, naturel d'Yverdon, c'est vous prenez le nombre de ménages à Yverdon, puis vous faites x2. Donc, voilà, les personnes qui habitent dans une petite ville ou bien village à proximité d'Yverdon sont des clients potentiels d'Yverdon. Puis, s'il y a des problèmes pour se déplacer, s'il y a des problèmes d'accessibilité, bah, c'est des clients qui ne viennent plus. D'autant plus que, voilà, aujourd'hui, à cause du e-commerce, il y a une alternative. Et puis, si on a des problèmes d'accessibilité, ça fait le lit du e-commerce. Et puis ça, c'est un problème, c'est un enjeu majeur. C'est pas seulement pour Yverdon, c'est pour toutes les villes qui sont, qui sont des centres régionaux, des centres cantonaux. Moi, je vous propose de conclure cette soirée avec ces dernières questions. Je vous remercie je vais passer à la partie des remerciements. Du coup, peut-être une question, enfin une suggestion, c'est que la vidéo sera accessible, la vidéo de la soirée sera accessible sur le site internet de la ville. Moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant les exemples que vous avez mentionnés dans les slides dans les deux slides des deux intervenants, on va dire. On va voir si on peut partager peut-être le contenu de ces slides, puisque j'ai trouvé vraiment intéressant les pistes et les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre au sein d'une collectivité publique pour améliorer l'attractivité et la vitalité des centres-villes. Je vais vous remercier donc au nom du service de l'urbanisme et de la ville d'Yverdon-les-Bains. Tout d'abord à notre municipal et à notre syndic pour leur présence ce soir et pour avoir porté et soutenu le cycle de conférences que nous organisons avec le service de l'urbanisme. À vous, public, pour votre intérêt et votre participation active avec les questions qui ont été posées. Et surtout à Madame Ross et Monsieur Babet pour leur intervention qui était riche en éclairage et qu'ils nous ont partagé avec générosité. Je rappelle une dernière fois que la conférence sera disponible en ligne sur le site de la ville, ainsi que les dernières conférences, les deux conférences précédentes. Et je conclus cette soirée en vous donnant rendez-vous le mercredi 30 juin pour la prochaine conférence thématique qui aura pour thème les bénéfices de la nature en ville, pour laquelle vous recevrez également une invitation. Je cède peut-être pour terminer la parole pour les mots de la fin à Madame Gloria Capt pour la conclusion. Et je vous remercie à tous. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'Hervé, vous avez à peu près tout dit. Je me joins évidemment à vos remerciements. C'était une soirée extrêmement intéressante. Je remercie toutes les collaboratrices et collaborateurs du service de l'urbanisme aussi des bâtiments pour l'énorme travail que vous faites pour mettre sur pied ces conférences qui sont de très haute qualité, comme vous nous l'avez prouvé avec les deux précédentes et celle-là. Et je ne doute pas que les suivantes le seront tout autant. Merci vraiment infiniment. Voilà, merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine conférence. Volontiers. En vous souhaitant une bonne soirée. Au revoir. Merci.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.